Avez-vous jamais réfléchi à ce qui se passe sous terre dans les grandes villes? Montez à 23 mètres en haut et là-bas sera bouillonnant de vie. Des milliers de personnes iront à leurs occupations. Mais là-bas, en bas, il fait toujours nuit, peuplé uniquement de mécanismes et de rats. Ou non? Je travaille dans un laboratoire scientifique. Notre établissement est réglementé. Cela signifie que c'est secret. De la rue, cela ressemble à un petit bâtiment de plusieurs étages. Cependant, les étages supérieurs sont le sommet de l'iceberg. En réalité, il y a 2 étages inférieurs qui sont beaucoup plus grands que le bâtiment au-dessus. Et c'est là que se trouve tout l'équipement et que sont situés les laboratoires. Cependant, je travaille encore plus bas. Il se trouve que, en dessous des 2 étages souterrains, il y a une cave avec des communications qui s'étendent loin dans la ville et même se connectent au métro. Et mon travail consiste à les surveiller. Quand j'ai répondu à l'offre d'emploi, j'ai même été surpris. Il fallait une personne avec un diplôme supérieur pour le rôle d'électricien, plombier et gardien en un seul. Et il payait une somme très solide et était même prêt à prendre quelqu'un sans expérience. Bien sûr, j'ai accepté, mais pour la première fois, en descendant dans les caves, j'ai compris où était le piège. Les communications établies très anciennement ne possédaient aucune source d'éclairage. Et le jour de la ronde, qui avait lieu 1 fois par mois, il fallait aller jusqu'au point de connexion avec le métro et revenir en arrière. Il fallait marcher toute la journée et je n'avais pas de partenaire assigné. De plus, il était catégoriquement interdit d'ouvrir les sorties vers le métro et les autres communications urbaines. Cela signifiait que je devais sortir et entrer par le même endroit. L'équipement qui m'avait été assigné était le plus simple, un casque avec un phare, un petit phare portatif, un petit sac à dos pour les outils, une radio et un paralysateur. Le paralysateur était destiné au CA où je rencontrerais un danger dans le tunnel. Les instructions ordonnaient que si je découvrais des personnes étrangères dans les tunnels, je devais immédiatement éteindre le phare sur le casque, signaler les intrus par radio et revenir en arrière. En d'autres termes, si des digueurs, des clochards, etc. se retrouvaient dans les tunnels, ce n'était pas mon travail de les en chasser. Cela me réjouissait. Les instructions ordonnaient d'inspecter les communications sous forme de câbles géants. Il était incompréhensible à quoi ils servaient, mais il fallait signaler tout problème par radio. Ensuite, il fallait commencer les réparations ou appeler une équipe. De plus, il y avait des choses étranges dans les instructions qui ont immédiatement attiré mon attention. L'un des points étranges stipulait que, en cas d'apparition de fortes interférences dans les appareils de radiocommunication, il fallait cesser la ronde et revenir en arrière. Et si plus de la moitié du chemin avait été parcouru, rester sur place et attendre de l'aide. Il y avait beaucoup de choses similaires, mais ce point des instructions m'a paru étrange dès le début. Plus loin, je vais décrire plusieurs de mes expéditions qui m'ont fait chercher un autre travail à plusieurs reprises. Le premier périple, je l'ai particulièrement bien mémorisé. On m'a brièvement présenté le lieu de travail. Un escalier descendait dans une petite chambre très poussiéreuse.
Dans cette chambre, il y avait une chaise, et à gauche, une cage d'ascenseur fermée. C'était étrange, car il n'y avait pas d'ascenseur à l'intérieur. Au bout droit de la chambre, il y avait un corridor étroit qui donnait sur un immense canal où des tuyaux étaient posés. Les tuyaux suivaient le canal sur encore 50 mètres, puis s'arrêtaient à un bunker avec une lourde porte en fer. Au-dessus de la porte, un phare brûlait. Il était la seule source de lumière dans le canal. À gauche du bunker, il y avait une autre lourde porte en fer, derrière laquelle se trouvait mon poste de travail. Il ressemblait à une salle de garde standard. Des moniteurs affichant les données des capteurs de pression et de tension dans le tunnel, ainsi que quelques caméras placées à des endroits clés, un lit, quelques boîtes en fer. Excepté la grande porte en fer, l'odeur de moisi et l'absence de fenêtres, c'était un endroit assez confortable. J'ai également fait connaissance avec le responsable de la ligne de communication avec ma radio. C'était un homme aux cheveux gris avec des moustaches grises amusantes. Nous avons échangé quelques mots et pendant la conversation, il m'a regardé d'un air triste. Cela m'a mis en alerte. Pendant les 2 jours suivants, j'ai passé du temps dans la chambre, surveillant les indicateurs des instruments. Mais le 3e jour, l'un des écrans a commencé à devenir fou. C'est ainsi que mon premier périple a commencé. L'écran affichait que sur l'une des lignes, une charge anormalement élevée était apparue, et j'ai immédiatement allumé la radio. « Vlad, comment t'as entendu ? Allô ? Entendu bien, réception. J'ai une charge de 120 ampères sur ma ligne. Réception. Écoute, John, interrompit brusquement le ton formel de communication Vlad, le responsable de service que nous avions rencontré plus tôt. Il faut que tu y ailles maintenant et que tu vérifies ce qui s'est passé. Voici mon conseil. Attends que la charge disparaisse, puis vas-y, réception. Je vous ai compris, ai-je conclu la conversation. La charge a disparu au bout d'1 heure. Et pour la première fois, j'étais prêt à pénétrer dans le tunnel. J'étais de bonne humeur. J'ai mis mon sac à dos, mon casque, et j'ai pris mon lampadaire à la main. Je suis sorti de ma chambre et j'ai signalé mon départ par radio au PC. Le responsable de service a confirmé mon départ et je me suis approché du tunnel. Le lampadaire éclairait dans l'obscurité, mais je ne voyais que les murs. Devant moi, il y avait une noirceur compacte. Pour la première fois, j'étais seule là, sans personne. Quelque part, loin, quelque chose bourdonnait, mais dans mes oreilles, le silence faisait toujours entendre un sifflement. C'était suffisamment silencieux pour que j'entende ma propre respiration. Quelque chose en moi a crié fort pendant 1 seconde. J'ai commencé à me remplir la tête d'idées sur la nécessité d'abandonner le travail. En même temps, je voulais encore moins me retourner et fuir le tunnel que continuer à avancer dedans. Finalement, j'ai réussi à me dominer et j'ai décidé de continuer ma route. Je marchais dans la poussière, respirant l'humidité et la poussière. J'ai dû couvrir mon visage pour ne pas tousser tous les 2 mètres. Mais au bout de quelques minutes, mon organisme s'est habitué et a cessé de réagir de manière si aiguë. Bref, j'ai atteint le lieu de la panne. Et là, tout était vraiment très mauvais. Plusieurs câbles étaient endommagés. Des traces de dents, comme des dents humaines, mais beaucoup plus grandes. Et ce qui était étrange, c'est que seule l'isolation avait été rongée, tandis que les câbles eux-mêmes n'avaient pas été touchés. J'ai signalé tout cela par radio
demandant de couper le courant de la ligne et j'ai reçu pour réponse qu'il fallait attendre. J'ai ôté mon sac à dos, m'y suis assis et j'ai allumé une cigarette. Ils ont coupé le courant environ 10 minutes plus tard et j'ai isolé les câbles en plusieurs couches. Pendant que je faisais cela, j'ai remarqué un petit amas de substances gluantes étranges sur le mur. Elles ressemblaient plus à un champignon qu'à autre chose. Ayant fini d'isoler les câbles, j'ai légèrement touché ce champignon du pied. Soudain, non loin de moi, j'ai entendu un bruit sourd, comme si un vieux sac était tombé à terre. Quelque chose m'a suggéré que je devais fuir. C'est ce que j'ai fait, laissant mon sac à dos avec tout le bien dedans. J'ai à peine réussi à rejoindre ma chambre, où j'ai compris que j'avais perdu mon sac à dos. J'ai signalé tout cela par radio. Le lendemain, les supérieurs m'ont sévèrement réprimandé. Ils ont menacé de me sanctionner, mais après mes explications, ils ont rapidement renoncé. Et puis, j'ai rappelé ce que Vlad m'avait dit, attendre que la charge disparaisse. J'ai commencé à trembler à l'idée de ce que j'aurais pu voir dans le tunnel si j'y étais allé immédiatement. Les 3 expéditions suivantes furent simples. Rien de spécial ne s'est produit. J'avais même commencé à oublier le premier voyage, et la paix que j'avais reçue m'aidait à l'oublier. Et voilà, comme pendant la plupart de mes heures de travail, je me suis assis dans la salle de contrôle. J'ai regardé les écrans et j'ai joué au computer. L'accès à Internet est interdit dans le bâtiment. Les téléphones mobiles sont également interdits. Et pour ne pas m'ennuyer, j'ai installé quelques anciens jeux sur mon ordinateur. Il faut également noter que, selon les instructions, il faut toujours fermer la porte de la salle de contrôle, peu importe si je suis à l'intérieur ou à l'extérieur. Et Vlad m'a souvent suggéré de respecter cette instruction. Et voilà, je suis assis. Je termine les derniers monstres ennemis. Et soudain, je remarque que quelque chose ne va pas. J'ai mis le jeu en pause. Et en effet, un des sons était resté. J'ai commencé à écouter attentivement. Le son venait comme si de derrière le mur. Un tapotement sourd. Et la source se déplaçait constamment, comme si elle rampait à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris et j'ai tapé sur le mur en réponse. Et voilà, le vrai cauchemar a commencé. Le tapotement a soudainement augmenté et en même temps, il s'est déplacé le long du mur vers la porte. Coup après coup. Les derniers coups ont été si puissants que des miettes sont tombées du plafond et les lampes au plafond ont vacillé. J'ai été très effrayée par tout cela. J'ai saisi le pistolet paralysant sur le bureau et me suis assis dans un coin. Mais après le dernier coup, tout s'est brusquement calmé. Pendant quelques secondes, j'ai encore siégé avec le pistolet et un cœur battant à tout rompre. J'ai lentement repris mes esprits, mais juste comme j'ai décidé de me lever, j'ai entendu des pas. Plutôt, je n'ai pas tant entendu que senti. Le sol vibrait, comme si quelque chose de lourd marchait et s'était arrêté approximativement près de la porte. Il fallait absolument signaler cela par radio, mais j'avais peur de même bouger, sans parler de parler. Et soudain, on a commencé à gratter à la porte. On grattait très bas. Le son était comme si une multitude de griffes grattaient en même temps. Puis, le son s'est arrêté pendant 1 seconde et quelque chose a violemment heurté la porte. Le coup a été
tellement puissant que l'une des ampoules dans la chambre a éclaté et un morceau de plâtre s'est détaché du plafond. C'est là que la panique m'a pris. J'ai saisi le talkie-walkie et j'ai commencé à crier à l'aide dedans. Au bout d'une seconde, la porte a été frappée à nouveau 2 fois. Et après cela, le silence est tombé. Encore 10 minutes plus tard, la porte a été ouverte de l'autre côté et un détachement de police très surpris et un Vlad sévère et sombre sont entrés chez moi. Lors de l'inspection de la porte, ils ont trouvé une montagne de rats morts à sa partie inférieure. Leurs griffes étaient usées. Apparemment, ils avaient très envie de me rejoindre. Et il y avait également une petite bosselure sur la porte. Je rappelle que la porte était en métal solide et avait une épaisseur approximativement égale à celle d'une porte de coffre-fort. Ce qui avait laissé cette bosselure devait être simplement énorme. Ils n'ont rien trouvé d'autre. Et après cet incident, j'ai décidé de chercher un autre emploi en parallèle de celui-ci. Vlad est resté silencieux. Et quoi que je fasse pour essayer de savoir quelque chose de lui, il n'a rien dit. Après cela, j'ai décidé d'examiner les enregistrements de toutes les caméras, mais, comme par malchance, il n'y avait absolument rien sur les caméras. À ce moment-là, je n'avais pas encore trouvé de travail mieux. Le prochain voyage était selon l'horaire, et je suis allée dans le tunnel, cette fois-ci tenant fermement le pistolet paralysant dans ma main. Déjà lors de mon 2e voyage, j'avais acheté un respirateur de construction. Avec lui, il était plus facile de respirer dans cette poussière. J'ai marché calmement en avant et je n'ai plus eu besoin de m'arrêter pour reprendre mon souffle et me débarrasser de la poussière. Je me suis approchée très près du raccordement avec le métro lorsque mon regard a été attiré par l'un des passages aveugles. Un léger vent soufflait de là, mais il me faisait frissonner jusqu'aux os. C'était clairement pas normal. J'ai signalé cela à mes supérieurs. Il aurait mieux valu que je ne le fasse pas, car ils ont immédiatement ordonné d'aller vérifier s'il y avait des sorties ouvertes. Il a fallu y aller, et je suis partie. Plus je marchais, plus le vent était fort, et plus il faisait froid. Lorsque mes mains ont commencé à trembler ouvertement, j'ai commencé à entendre dans les gémissements du vent quelque chose comme un chuchotement. Et plus je marchais, moins j'entendais le vent, et plus le chuchotement devenait fort. Il y avait beaucoup de voix, et elles chuchotaient toutes quelque chose de très insistant. Mais j'avais tellement froid que je n'y pensais pas beaucoup. Plus près de la fin du passage, il tournait à un angle, et j'ai remarqué que tout le passage était couvert de petites marques étranges autour de ce virage. Je pourrais dire que c'étaient des runes ou des symboles étranges, mais je voyais clairement juste un tas de petits bâtons. Ils avaient été dessinés avec n'importe quoi, du crayon, de la boue, quelque chose de brun foncé, ou simplement griffonnés sur les murs et l'isolation des câbles. Lorsque j'ai finalement approché du virage, mon torche sur le casque s'est brusquement éteint, et en même temps, j'ai senti un regard sur moi. À ce moment-là, j'étais déjà très glacée. J'ai fouillé dans ma poche pour prendre mon torche portable et, l'ayant allumé, je l'ai dirigé droit devant moi. Dans la lumière du torche, j'ai vu quelque chose. Je ne sais pas comment le décrire. De petits trous noirs à la place des yeux, ressemblant à des narines, une tête ronde sans bouche, sans aucun trait, juste des plis de peau.
Il me regardait fixement, sans détourner le regard. Et je sentais une grande faiblesse dans tout mon corps. Il devenait de plus en plus froid et je voulais simplement me coucher et dormir. Ce qui m'a sauvée, c'est que la radio a soudainement émis un petit cri et j'ai entendu la voix de Vlad. « John, où es-tu passé? As-tu trouvé la source du vent ?» Le petit lampadaire portable à batterie a commencé à clignoter. À un moment donné, la créature s'est retrouvée juste devant mon visage, puis elle a disparu. Les 2 lampadaires se sont allumés et le vent a soudainement cessé. J'ai sorti la radio. Ma voix sonnait comme si elle appartenait à un autre homme. PC, le vent a cessé. Je n'ai pas trouvé la source. Réception. Après cela, j'ai appuyé contre le mur du tunnel et j'ai allumé une cigarette pour me réchauffer. J'étais en proie à des tremblements et dans ma tête, la scène où je m'endormais et où je me faisais dévorer se répétait sans cesse. Ayant fini ma cigarette, j'ai décidé d'aller jusqu'au virage. J'ai décidé de m'assurer que le danger avait passé et que je pouvais tranquillement faire demi-tour. J'ai vu un cul-de-sac, entièrement couvert de petites traits. Au milieu, il y avait un cercle dessiné au crayon. À l'intérieur, il y avait un cadavre humain desséché, couché dans la position fœtale, qui ne sentait même pas. Je me suis à nouveau mis à trembler, mais cette fois-ci, j'ai également été pris de violentes nausées. Voilà ce qui aurait pu m'arriver si je n'avais pas eu la radio. J'aurais pu mourir. Cette fois-ci, ce n'était pas un coup à la porte, des bruits étranges, non. C'était un danger réel pour ma vie. Je ne pouvais pas m'arrêter. Je me sentais mal et je tremblais. Complètement épuisée, je me suis éloignée de l'angle pour ne plus voir tout cela. J'ai à nouveau sorti la radio. Il y a un cadavre ici. Appelez la police. Réception. Nous allons appeler. John, toi, il faut surtout que tu reviennes le plus vite possible. Vlad m'a appelé par mon nom pour la 2e fois. Je suis revenue en arrière comme dans un rêve, voyant partout dans les ténèbres cette créature qui me hantait. J'ai essayé de ne pas me retourner. J'ai atteint la chambre, j'ai fermé la porte avec force et je me suis effondrée sur le lit, épuisée. Il m'a semblé que je marchais dans un tunnel et que j'entendais derrière moi des bruits de succion, mais j'avais très peur de me retourner. Vlad m'a réveillée. Il n'y avait pas de police, mais des militaires. Il y en avait un nombre inhabituel. Vlad s'est assis à côté de moi sur le lit. Il sentait très fort l'alcool. C'est Victor. Il a travaillé ici avant toi. Quand j'ai entendu parler de cadavres venant de toi, j'ai tout de suite compris que c'était lui, a dit Vlad. Vlad, je démissionne, ai-je dit avec assurance. Non, John, vous ne démissionnez pas. Vlad m'a regardé avec des yeux tristes. On ne démissionne pas d'ici. Je n'ai même pas douté de ses paroles. Je me suis simplement levée et suis rentrée chez moi pour dormir. Le lendemain, on m'a convoquée chez les chefs et m'a versé une prime énorme. Et encore, on m'a donné 1 semaine de congé pour me remettre du choc. J'ai passé toute la semaine à boire cette prime au club. Mais je suis revenue au travail sans me sentir vraiment reposée. Maintenant, presque chaque nuit, je faisais ce rêve où je m'endormais dans ce tunnel. La périple numéro 7. Ce jour-là, j'ai encore senti dès le matin que la journée serait mauvaise. Je n'avais pas du tout envie d'aller travailler. Mes craintes se sont vérifiées lorsque je suis arrivée au travail. L'écran montrait une forte chute de pression
dans les tubes situés à l'extrémité du tunnel près du métro. J'ai contacté le poste de commandement et on m'a dit d'y aller. J'ai, comme d'habitude, fait mes préparatifs et suis partie. Quelque part à mi-chemin du tunnel, j'ai commencé à entendre des bruits de grattement quelque part au-dessus de moi. Cela m'a forcé à accélérer le pas, mais les bruits ne se sont pas éloignés. Un rat qui a surgi devant moi m'a fait sursauter sur place. Mon faisceau de lampe qui a tressauté a éclairé dans l'obscurité du tunnel une étrange ombre. J'ai mis la main sur le paralysateur et dans ma tête, la dernière rencontre a de nouveau commencé à tourner. J'ai continué mon chemin et soudain, j'ai compris que quelque chose remuait directement au-dessus de moi dans le tunnel. Essayant de ne pas regarder en haut, je me suis convaincue que c'était simplement des rats dans les tuyaux. J'ai continué à avancer. Heureusement, les bruits ont commencé à décroître rapidement et je me suis un peu calmée. Arrivée à la tuyau nécessaire, j'ai commencé à l'examiner, jetant régulièrement des coups d'œil nerveux dans l'obscurité du tunnel. Comprenant que je ne pourrais pas m'en charger seule, j'ai demandé qu'on m'envoie une équipe. Vlad m'a répondu que je devrais attendre l'équipe sur place. Une fois de plus, maudissant intérieurement ce travail, j'ai installé un petit répit pour moi-même. J'ai ouvert des conserves, sorti une bouteille d'eau et décidé de me restaurer un peu. J'ai placé le faisceau de lampe de manière à ce qu'il éclaire dans le tunnel. J'ai attendu environ 2 heures, mais l'équipe n'est jamais apparue. À ce moment-là, j'avais déjà réussi à me sentir en sécurité et j'ai encore une fois contacté le poste de commandement. J'ai demandé où était l'équipe et Vlad, très agité, m'a répondu. Il m'a dit que l'on avait perdu le contact avec l'équipe depuis 1 heure. Il m'a ordonné de retourner. J'ai rappelé les bruits de grattement dans les tuyaux. J'ai rappelé ce que j'avais vu plus tôt. J'ai eu une sensation désagréable dans tout mon être. Ayant ramassé les restes de mon répit, je suis partie à reculons à un pas assez rapide. Je n'ai rencontré aucun bruit de grattement ou autre étrangeté sur le chemin du retour. Mais cela ne m'a pas rendu plus léger. Et voilà, à mi-chemin, approximativement au même endroit où j'avais entendu les bruits de grattement, j'ai trouvé l'équipe. Le spectacle était réservé aux forts nerveux. Sur des tronçons de tuyaux plantés dans le sol, des morceaux de chair étaient empalés. Ils étaient déchirés au point de devenir méconnaissables. Entre eux, des lambeaux de peau et d'intestin pendaient. Et pourtant, nulle part, il n'y avait une goutte de sang. Je me tenais dans un état de choc et je regardais tout cela. La puanteur était atroce et je me suis de nouveau senti nauséeux. J'ai pris la fuite de toutes mes forces. Cette fois, la peur avait complètement obscurci mon esprit. J'ai couru sans me retourner et n'ai pas remarqué que le faisceau de lampe avait éclairé une haute silhouette sombre. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait et j'ai couru droit à travers elle. Le visage et toutes les parties de peau exposées semblaient avoir été ébouillantées. J'ai crié involontairement et me suis mise à courir encore plus vite. Je sentais des cloques se former sur mes bras. Directement à l'entrée de la salle de garde, j'ai appuyé sur le bouton de la radio. J'ai crié quelque chose d'inintelligible dans l'appareil et ai perdu connaissance. Je me suis réveillée à l'hôpital. Il s'est avéré que j'avais dormi 12 heures, mais il me semblait que je venais de sortir du tunnel il y a juste 1 seconde. Maintenant,
je me trouve dans le service des brûles. Les médecins disent que mes yeux ont miraculeusement été épargnés. Vlad est venu me voir, apportant une lettre du poste de commandement. Dans la lettre, il y avait un autre ordre concernant une prime, ainsi qu'un ordre de ne pas raconter au personnel médical de l'hôpital comment j'avais obtenu mes blessures. Vlad est resté avec moi un peu et m'a dit que j'étais le premier qui avait si longtemps survécu à ce travail. Il a dit que, peut-être, il y avait quelqu'un qui veillait sur moi d'en haut. Mais personnellement, il me semble que l'on veille sur moi d'un endroit tout à fait différent.